Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Star Trek Discovery, le 9e épisode de cette saison 5. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour vous faire partager ma passion. Donc 9e épisode de cette saison 5, alors histoire d'en rentrer dans le vif du sujet, donc un petit résumé. Après que Moyle et les Breen aient récupéré une mystérieuse structure contenant le pouvoir des progéniteurs, le capitaine Burnham doit mener une mission secrète pour la récupérer avant que les Breen ne découvrent comment l'utiliser. Ce petit résumé là, c'est juste histoire de remettre les choses dans le contexte, de ramifier cet épisode-ci à toute la structure, le story arc, le fil rouge, dont les graines ont été posées dès le début, dès l'épisode de prise. Oui, alors c'est un petit peu bateau ce que je veux dire, c'est simplement que les producteurs, que la direction artistique, que l'équipe en fait, que les personnes interviewées, pour présenter les enjeux de cette saison 5, ben ils ont décrit ça comme une saison entièrement épisodique. Or que là, depuis 3-4 épisodes, depuis la deuxième moitié, c'est feuilletonnant au possible. Ce que je veux dire par là, c'est que là j'avais l'impression d'assister à un deuxième acte, d'une sorte de triple épisode. C'est en gros cet épisode-ci est tout à fait dans la lignée de l'épisode d'avant. C'est pas un filler loner, c'est vraiment, on est en plein deuxième acte d'une histoire en 2-3 actes. Et même là, il y avait un cliffhanger qui aurait pu servir de ah là non, faut pas que je raconte, sinon je spoil. Là, contrairement à la première moitié de cette cuvée-là, on était à fond dans le récit, je dirais, à la Star Trek, dans le sens où on était vraiment dans des récits d'exploration, dans des récits où donc Burnham et son équipage cherchent les indices permettant de mettre la main sur la technologie des progéniteurs, cette race d'extraterrestres, je dirais plutôt extradimensionnelle, mais bon, enfin bon, cette race d'individus, d'espèces, trouver un terme neutre. Oui, les progéniteurs, ce sont des êtres rencontrés par Picard dans Star Trek The Next Generation, s'avéreraient être les premiers êtres vivants dans toute la galaxie. Les progéniteurs sont posés dans TNG, c'est même un plot wall dans TNG, c'est en fait, ça permettrait d'expliquer pourquoi est-ce que tous les individus, toutes les races rencontrées par l'Enterprise ont l'air, ont une apparence humanoïde. Oui, ça fait un petit peu geek quand je dis ça, c'est parce que simplement qu'à l'époque on se posait pas la question. Je disais juste, c'est un extraterrestre, il a juste les oreilles pointues, donc il est pas comme nous. Ce qui explique pourquoi la franchise Star Trek avait un petit côté un petit peu ringard, parce que ça transportait en elle cette imagerie-là, années 60. Donc ce fil rouge, cette intrigue autour des progéniteurs, c'était comme ça que ça a été nommé, je crois pas que c'était nommé comme ça en TNG. Enfin bref, dans Star Trek Discovery, ils les ont baptisés comme ça, c'est-à-dire l'espèce qui a engendré les autres espèces, les espèces antérieures à tout le monde. Donc là, on est plus dans un récit d'aventure où donc l'équipage du Burnham va essayer de s'introduire dans le vaisseau des Breen pour trouver un moyen de contrecarrer les plans des Breen. Ça m'a fait bizarre parce que ça m'a rappelé plus que les séries, j'irais au moins 2-3 films. Le premier, c'est Star Trek 6, où il y a une enquête en fait, où c'est vraiment une intrigue d'espionnage, ambiance guerre froide. Oui, parce que le 6 a une intrigue d'espionnage en fait. Et l'intrigue du 6, ça tourne autour des accords entre la Fédération et les Klingons. L'histoire du film tournait autour d'un complot, d'une conspiration pour empêcher ces accords d'aboutir. L'équipage de Kirk se retrouvait donc en porte-à-faux pour démanteler ce complot. Il y avait aussi Star Trek Nemesis, où là, alors, vers le troisième acte, donc du coup je peux rien dire sur les tenants et aboutissants, sinon je spoil totalement l'intrigue, on voyait Picard et Data, je crois qu'ils s'infiltraient dans un vaisseau romulien, et donc ils devaient chercher un moyen de détruire le vaisseau. Je crois qu'il y avait un truc dans ce genre-là. Et Star Trek Nemesis, je l'ai très peu en mémoire, pourtant je crois que je l'ai vu 3-4 fois, alors je crois que j'ai roupillé la première fois, je l'ai revu 2 fois sur RTL9, et je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah mais en fait j'ai déjà vu entièrement, et oui, évidemment, si j'ai oublié que le film, c'est parce qu'il se passe rien durant le film en fait, c'est pour ça, il n'y a aucun moment mémorable. Il y a que le troisième acte, je crois, et là même je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça se déroule dans l'intrigue, on voit donc Picard et un petit peu Data, qui se retrouvent à infiltrer un vaisseau romulien, je crois que c'est ça, je crois que c'est un vaisseau romulien, et qui donc s'infiltre en cherchant en fait des indices permettant de contrecarrer les plans du méchant du film. Sur le papier, ça rappelle un petit peu pas mal Star Trek Discovery de cette semaine. Et là, je pourrais vraiment rapprocher Star Trek Discovery de Star Trek Nemesis, c'est la façon dont est dénouée la mission d'exploration, qui se passe mal, spoiler. C'est simplement que dans Star Trek Nemesis, à la limite, je peux en parler parce que c'est présent dans la bande-annonce. Vous savez de ça parce que il y a une grosse scène d'action entre,
le vaisseau romulien et le vaisseau Enterprise. Et là c'est pareil ici, il y a une grosse scène d'action qui implique le vaisseau Discovery avec la base des Breen. Je maintiens grosse scène d'action parce que comme c'est assez neutre, comme ça je spoil pas les tenants et aboutissants, les actions proprement dites, je ne fais seulement que décrire en fait, voilà il y a un moment d'action. Alors que c'est plus compliqué que ça, il y a quand même quelques nuances que j'observe du côté de Nemesis et du côté de Star Trek Discovery. Il y a un élément aussi qui est travaillé ici, enfin qui est mis en valeur du coup, qui forme un petit peu un petit enjeu narratif, c'est tout ce qui concerne le langage. Différence de langage entre les Breen et l'Enterprise. Que je trouvais pas assez travaillé. Voilà, encore au stade de plot wall. Dans TNG, on en fait mention, mais pas trop. Dans Star Trek Enterprise, alors décidément, dans Nemesis Enterprise, j'ai l'impression de citer des exemples de fleurons de la franchise que je ne peux pas blairer. Zopu qui font le plus grandir la franchise. Et là, je parle du langage en fait, du langage entre les Breen et le langage officiel de la Fédération. Parce que c'est couramment utilisé comme argument des détracteurs, surtout depuis TNG, le fait que tout le monde parle anglais dans la VO. Oui, c'est un élément un petit peu cliché, c'est que le fait que... Pourquoi c'est que les extraterrestres parlent anglais? C'est un truc technique, j'entends, c'est parce que les extraterrestres parlent leur langue maternelle, ok. Mais nous, on entend en fait ce qu'on appelle la traduction universelle, le traducteur universel. Le traducteur universel, c'est... Alors, c'est le Combedge. Dans le... Il me semble que dans TNG... Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne dans TOS, à partir de TNG, on sait qu'ils ont un Combedge là, qui leur enseigne. En gros, les Combedge, c'est un petit peu comme Google Trad sur un iPhone. Disons que chaque enseigne, en fait, chaque porteur du Combedge Starfleet peut discuter avec n'importe qui, en fait, de n'importe quelle espèce, et le Combedge traduit dans l'immédiat ce que dit leur interlocuteur, n'importe quelle race qu'il soit. Et pour en revenir à cet épisode-ci de Star Trek Discovery, c'est simplement qu'ils ont un petit souci de traduction, on va dire. Mais je crois que c'est parce que les Breen ne sont pas partis officiellement de la Fédération, donc ils galèrent un max pour essayer de comprendre ce que simplement les Breen disent. Détail vraiment technique, les Breen, ne faisant pas partie de la Fédération officiellement, bah donc du coup leur langage n'est pas connu de la Fédération. Ce qui explique pourquoi les traducteurs, bah, ils galèrent. Et donc il y a 5-10 minutes de suspense un petit peu, je crois qu'il y a Burnham et les autres membres de l'équipage qui sont en train de se demander là, mais qu'est-ce qu'ils disent et qui se tournent vers leur traducteur. Je crois qu'ils n'ont pas de traducteur officiel, ils n'ont pas d'officier traducteur, je crois. Ça, c'est dans Star Trek Enterprise, ils ont Yoshi. Voilà, donc il y a 2-3 minutes de suspense où il y a Burnham et où un autre membre de l'équipage qui doit attendre que la traduction par l'intérieur soit faite. Et ça faisait écho au traducteur universel. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode-ci? Alors, moi, totalement convaincu comme la semaine dernière. C'est vraiment de la foulée en fait. Oui, là j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un esprit un petit peu feuilleton qui se structurait, qui prenait forme devant mes yeux. Mais c'est le même esprit feuilleton qui faisait tout le charme de la saison 4, qui pour moi est encore la meilleure. Et ça m'a fait plaisir de revoir au générique réalisation Jonathan Frakes. Alors Jonathan Frakes, c'est pas un inconnu, loin de là. D'abord, c'est un acteur, il est connu dans la franchise Star Trek, c'est lui qui incarne Riker, on le voit dans Star Trek Picard d'ailleurs. C'est lui le numéro 1. Donc moi, la Crash Point, l'épisode de cette semaine, bah moi j'ai adoré, mais vraiment, enfin, ça m'a presque fait de la peine de savoir que c'est juste l'avant-dernier, et la semaine prochaine ce sera fini. Parce que elle commence trop tard, quoi. J'ai l'impression que cette cuvée là, elle avait commencé depuis, je dirais 2 semaines, ouais. Depuis l'épisode 6, peut-être 7. Mais j'ai vraiment l'impression que ça a tellement galéré au début, en enchaînant filler sur filler, où le fil rouge n'était pas assez présent, où ça se perdait un petit peu dans des intrigues un petit peu, pas mielleuses, mais où on voyait pas où ça menait. Alors, en fait, si, ça menait à rendre attachant les personnages secondaires qu'on avait perdu de vue depuis X temps. Là, c'est sous cette forme-là, avec une intensité dramatique, le fait d'être à fond dans la fiction, dedans en fait, bah, j'aurais voulu la connaître depuis tout le début. Ou que le creux ne soit pas aussi énorme que ça. Parce que cette QI-là fait 10 épisodes. Et d'avoir un creux qui fait 3-4, ça faisait peine à voir. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que la QV5, elle a commencé au niveau du 6e épisode, qu'il a fallu attendre une bonne moitié pour rentrer dedans. Ça fout un petit peu... ça fait mal. Bah, disons que la Rush Point, moi, ça me fait tout drôle de... Enfin, je me dis que ils sont parvenus enfin à retrouver le charme de Star Trek Discovery, une série d'aventures qui se déroule dans la franchise Star Trek. Ils ont réussi à retrouver ça, ce qui fait le charme de Star Trek Discovery depuis le début. Mais le problème, c'est que cette intensité-là, il a fallu attendre une moitié de QV, 5 épisodes, la QV étant de 10.
pour arriver à ce niveau-là. Et moi, ça fait trop mal, quoi, parce que le dernier, je l'attends parce que ça va répondre au cliffhanger, qui est pour moi énorme. Je me dis, si jamais ils osent ça, c'est impec. Mais après cet épisode-ci, il n'y a plus rien, ce sera fini. Donc je suis tiraillé un petit peu entre ces deux sentiments-là. Pour moi, la Rush Point, c'est un très bon segment. Pour moi, il y a, ça va crescendo, il est énorme ce crescendo-là. Et ça fait, ah, ça fait serrer les dents de penser que, oui, mais ça se termine sur une bonne note. Au moins, ça c'est acquis. Mais il a fallu attendre quand même une bonne moitié de QV pour en arriver à ce point-là. Et ça me gêne un petit peu. Mais sinon, la Rush Point, ouais, c'est très très bon. Moi, j'ai très envie de connaître la suite. Il y a un très bon cliffhanger. Je ne peux pas en parler parce que tout simplement, bah oui, mais ça. Si je révèle le truc, je révèle les retournements de situation, je révèle la nature, en fait, quelques twists par exemple, ça, et je peux pas en parler là maintenant. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine, suivant comment ça, comment c'est tourné et comment ça ouvre en fait. Si jamais ça donne vraiment une nouvelle dimension au show. Oui, d'accord. Je pourrais peut-être en parler légèrement. Mais sinon, non, bouge, motus et bouge cousu, hein, ça fait partie du charme de l'épisode. Donc voilà, c'était donc ma chronique sur la Grosse Point. Bonne journée à tous, à plus.